Leïla Belmaï est vice-présidente du Conseil interculturel de Montréal et accessoirement modératrice du panel de discussion Justice environnementale pour une transition socio-écologique inclusive, un panel de discussion qui se tient le 30 avril 2022 au planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal, et c'est à ce titre que je la reçois. D'autre part, Leïla Belmaï est chargée de programme à l'Institut Tamarack, un institut pan-canadien qui soutient et accompagne plusieurs communautés à travers le pays qui travaillent sur l'amélioration de la vie des jeunes avec une approche d'impact collectif. Plus spécifiquement, mon invité travaille en ce moment sur un programme intitulé Communauté bâtissant l'avenir des jeunes, et je vous passe les autres engagements qu'elle a. C'est à croire que Leïla Belmaï est tombée dans l'engagement et l'implication depuis toute petite. C'est vrai que je suis tombée dans l'engagement social quand j'avais 16 ans à peu près. Donc, je vivais au Maroc à ce moment-là. En fait, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi au Maroc. Je suis revenue à Montréal au moment de faire les études universitaires. Donc, avec une amie et plusieurs autres femmes, on avait cofondé un mouvement de lutte contre les violences à l'égard des femmes, donc au Maroc. Et on avait fait partie, en fait, de tout un mouvement qui avait contribué à changer une loi en fait dans le code pénal marocain qui faisait que le violeur pouvait échapper à la prison s'il se mariait avec sa victime. C'était un arrangement parfois qui arrangeait les familles. Donc ça, c'était un peu mon introduction, puis c'était aussi dans tout le contexte un peu du printemps arabe, si on peut l'appeler comme ça. Et donc ça, c'était vraiment les débuts, et je pense que ça m'a donné un peu la confiance pour la suite, parce que très vite, d'avoir un impact aussi tangible et aussi jeune, ça m'a donné envie de poursuivre. Quand je suis arrivée à Montréal, donc j'ai fait mes études d'abord en communication et études culturelles, et ensuite en communication internationale et interculturelle. Et je me suis intéressée surtout à tout ce qui est questions identitaires dans mon parcours. Et par exemple, mon mémoire de maîtrise portait sur la perception identitaire des Montréalais et Montréalaises noirs. Et je l'ai écrit en fait dans le contexte des célébrations du 375e, parce que justement, il y avait eu plein de polémiques. J'ai commencé à me poser des questions et j'ai voulu m'éduquer en fait sur les enjeux propres aux communautés noires montréalaises et comprendre un peu mieux l'histoire de Montréal et comment les relations interculturelles qui datent de ce qu'on appelle la fondation entre guillemets de Montréal pourraient affecter encore aujourd'hui les relations interculturelles. Donc il y a eu tout ça, il y a eu d'autres choses. Voilà, à la Maison de l'innovation sociale, à la Coalition montréalaise des tables de quartier, qui sont aussi des acteurs démocratiques clés de la ville montréalaise. À l'entendre ainsi, on peut donc comprendre, on peut donc parler d'un parcours formateur pour la Montréalaise Leïla Belmaï, et pour lequel on n'est pas surpris de la voir au Conseil interculturel de Montréal. C'est sûr qu'arriver au Conseil interculturel, c'était quelque chose de logique, on va dire, parce que c'est un super espace au final pour influencer des changements systémiques. Sans tout à fait faire partie de la ville, c'est-à-dire qu'on n'est pas la ville de Montréal, on est une instance consultative, mais on a ce rôle d'influencer, de rapporter en fait des sujets importants qui touchent aux relations interculturelles, au racisme et aux discriminations systémiques à la ville de Montréal, et aussi de soutenir des élus ou des fonctionnaires de certains services ou certains bureaux, et services selon les besoins. Justice environnementale pour une transition socio-écologique inclusive. Que de mots pour un événement où en fait j'essaie de trouver le lien avec le Conseil interculturel de Montréal, avec la mission du Conseil interculturel de Montréal. C'est une très bonne question. Alors, c'est sûr qu'on vit à une époque où les changements climatiques font partie des priorités. Et on entend de plus en plus parler de termes comme transition écologique, transition socio-écologique, racisme environnemental. Donc, il y a plein de nouveaux mots-clés qui apparaissent dans la sphère publique. La ville de Montréal aussi travaille là-dessus. Par exemple, leur dernier budget participatif avait vraiment pour thématique la transition socio-écologique. Et donc, c'est un sujet qui est d'actualité.
Et ce qu'on aime beaucoup au conseil interculturel, c'est de jouer non seulement un rôle de courroie de transmission, donc entre ce qui se passe peut-être un peu plus au niveau citoyen, au niveau terrain et les institutions. Et aussi de s'assurer qu'on peut mettre de l'avant ce qu'on appelle souvent entre nous les angles morts. Donc, comment on peut faire pour s'assurer, quand on parle d'une transition, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre, comment on peut s'assurer qu'on le fait de façon inclusive? Donc, comment on peut s'assurer qu'il n'y a personne qui est laissé pour compte? Et évidemment, étant le conseil interculturel, on se soucie notamment de, en fait, qui est concerné davantage par les changements climatiques selon l'identité, selon l'emplacement géographique dans la ville. Et souvent, on sait qu'il y a des quartiers où il y a plus de personnes immigrantes et racisées. Donc, il y a tout ce côté-là. Et puis, il y a aussi, évidemment, la dimension autochtone qu'on n'a pas la prétention de maîtriser ou de couvrir, en tout cas dans le cadre de ce panel-là. Mais comment on peut honorer finalement des savoirs qui existent déjà et s'assurer que quand on parle de transition écologique, on l'a fait de façon respectueuse en fait des terres qui encore à ce jour sont gardées par donc les peuples Ganyengeraga. Donc c'est ça, de ne pas oublier finalement l'histoire des terres sur lesquelles on vit, leur présent pour penser aussi au futur et donc de garder en tête les inégalités qui peuvent découler à la fois des changements climatiques, mais aussi de certaines mesures si elles ne sont pas faites de façon réfléchie. Parce que, par exemple, c'est bien d'encourager tout le monde à acheter local, mais est-ce que tout le monde a les moyens d'acheter local? C'est bien d'encourager tout le monde à ne pas utiliser son auto, mais il y a des quartiers où il y a beaucoup de personnes immigrantes et racisées notamment qui sont très mal desservies par les transports. Donc, est-ce que c'est réaliste de s'attendre de la part de ces personnes-là qu'elles n'utilisent pas l'auto? En fait, c'est un enjeu, c'est un sujet qui émane du Conseil interculturel de Montréal. En fait, ce qui est super au Conseil interculturel, c'est que donc on est 15 membres bénévoles, incluant une présidence et 2 vice-présidences, qui travaillent ensemble. C'est un sujet qu'on voulait traiter, on voulait même pouvoir y dédier une recherche au complet. Malheureusement, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs à Montréal. Il y en a évidemment, mais il n'y en a pas énormément qui travaillent vraiment sur cette intersection précise de la perspective immigrants racisés et des questions environnementales. Donc, on a essayé de s'éduquer, on a fait une veille, on a fait des recherches donc, sur le sujet. On a reçu, par exemple, Lourdes Nijan, qui de l'environnement, c'est intersectionnel. Intersectionnel, oui. Pour en discuter, pour en apprendre plus. On a aussi parlé au Bureau de la transition écologique et résiliente de la ville de Montréal. Alors, ce panel de discussion, il sera animé par vous, bien évidemment, notre invité, et recevra 3 intervenantes. 3 femmes qui sont super pour le sujet, en fait, qui connaissent très bien cet enjeu-là et qui vont savoir apporter des perspectives différentes. Donc, on a par exemple Yen Pham, qui est professeure à l'UQAM. Elle est géographe, donc elle, par exemple, elle peut vraiment montrer la dimension géospatiale, donc qui à Montréal est touché par quelle problématique. Donc, elle est aussi co-directrice d'un laboratoire donc, sur l'équité environnementale à l'INRS. Et donc, ça, c'est entre autres, hein, évidemment, mais ça donne une idée. Donc, elle a vraiment le côté recherche au final. Elle pourra bien représenter le monde académique, notamment, pour ce panel. Je vous ai dit Alessandra Devulski. Exactement. Donc, Alessandra Devulski aussi, ce qui est super, c'est qu'elle est impliquée à la fois ici et au Brésil sur non seulement les questions de justice climatique, mais aussi tout ce qui est égalité de genre, égalité raciale. Et elle a une formation à la base en droit. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Elle a aussi travaillé dans le milieu communautaire à Côte-des-Neiges. Elle était la directrice de
de la CDC de Côte-des-Neiges, qui est la table de quartier. Donc, elle a aussi une perspective intéressante sur le terrain, notamment d'un quartier où les populations, finalement, sur lesquelles on va se pencher sont très présentes. Et il y a Qatar Amirez de Woodstock à Montréal-Nord. Ça aussi, on trouvait que c'était important d'avoir cette vision un De peu plus, terrain, c'est ça? oui, de terrain communautaire qui, en fait, porte un peu là-bas tout ce qui est racisme environnemental. Elle a fait plusieurs interventions publiques là-dessus et elle a une formation en philosophie. Donc on espère en tout cas que ça va donner une vision assez complète de cet enjeu, puis que plusieurs perspectives vont pouvoir être apportées pour faire non seulement un état des lieux, donc voir un petit peu c'est quoi les disparités qu'on peut observer à Montréal, et aussi passer en mode solution. Donc de voir, là, si on décide de faire une transition socio-écologique, c'est quoi nos recommandations, c'est quoi nos idées pour s'assurer qu'elles soient inclusives, parce que c'est sûr qu'au panel, il va y avoir des élus, il va y avoir des personnes clés dans l'administration municipale. Quel est à titre personnel, Leila Belmaï, au-delà d'animer et modérer un panel comme celui-là, quel est votre intérêt pour cet enjeu, pour ce sujet? Je pense que c'est un sujet en fait qu'on peut plus, je veux dire, qu'on a ignoré peut-être pendant plusieurs années, mais que maintenant on peut plus continuer à faire ça, dans le sens où on est vraiment face à une urgence. On sait aussi que, par exemple, la ville de Montréal, en ce moment, travaille sur son plan d'urbanisme. Donc, quand on est en train de réfléchir aux villes qu'on construit, au monde dans lequel on vit, c'est important de se poser tout de suite les questions et de voir comment on peut agir pour arriver à des changements rapides et concrets, parce que j'ai l'impression aussi que le temps commence à être compté. Et donc, je pense pour n'importe qui existe en 2022, c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux et pour lequel la première étape, c'est de s'éduquer pour arriver à des changements systémiques. Donc, on espère que le panel va pouvoir répondre à ces deux objectifs. Je rappelle que Leila Belmaï est vice-présidente du Conseil interculturel de Montréal qui organise donc ce panel de discussion le 30 avril 2022 dès 13h. Je rappelle encore, justice environnementale, la transition socio-écologique inclusive, un panel de discussion donc que vous aurez l'occasion de visionner même au-delà du 30 avril puisqu'il sera mis à la disposition du public sur la page Facebook du Conseil interculturel de Montréal. Merci encore Leila Belmaï. Merci beaucoup pour cette invitation et donc on a hâte de retrouver tout le monde en personne ou en ligne samedi 30 avril à 1h. Exactement. Mon nom est Cyril Ekwala.